Ces dernières semaines, on a posé pas mal de questions quiz sur la page Instagram. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne nous suivent pas encore, vous avez le lien ici en bas de la vidéo. Donc, go, suivez Albert Kololi sur Insta et sur les différents réseaux. Donc, vous étiez nombreux sur le quiz à poser des questions. Et puis aujourd'hui, on va reprendre toutes vos questions et on va essayer d'y répondre avec l'équipe, avec la team Infinis. Donc, maintenant, les premières questions qu'on a eues. Il y a de nombreuses personnes de ta communauté qui pensent que les taux vont encore monter. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai souvent cette question. Les clients ont peur que les taux augmentent, donc ils me posent souvent la question qu'est-ce que je dois faire entre du 5 et du 10 ans? Moi, je suis un peu convaincu du contraire. Aujourd'hui, je suis un peu un joueur de poker. Je vais vous demander, à vous aussi, d'être ce joueur-là. Au poker, on parle toujours de probabilité de chance. Si vous bloquez à 5 ans, on prend un exemple, 1,2%. Ou alors, vous avez l'opportunité de bloquer à 10 ans à 1,6%. Dans 5 ans, opportunité numéro 1, les taux stagnent. Donc, vous pouvez reprolonger votre crédit à 5 ans pour 1,2%. Si vous avez choisi la durée de 5 ans au départ, donc aujourd'hui, vous aurez gagné. Si dans 5 ans, les taux baissent, passent à 1% voire en dessous, ce que je prévois, en tout cas ce que j'espère, vous aurez aussi gagné, puisque vous aurez bloqué sur 5 ans maintenant à 1,20, puis dans 5 ans, vous rebloquerez à 1. Au lieu d'avoir bloqué, je vous rappelle quand même à 10 ans à 1,6. Il faudrait que dans 5 ans, le taux à 5 ans soit plus élevé que 1,6%, et même là, vous aurez quand même gagné, mais pour que vous ayez fait un mauvais choix. Donc, j'ai envie de vous inviter vraiment à vous poser ces questions-là et surtout à parier sur les probabilités de chance de gagner. Faites le bon choix, écoutez-nous et bloquez pas plus loin que 5 ans. Est-ce qu'un prêt sur 30 ans, ça te fait peur? Il y a beaucoup de personnes de ta communauté qui ont répondu oui, d'autres non. Et ceux qui ont répondu oui, ils disent que ça dépend surtout du risque. Ouais, alors ça c'est clair que c'est un prêt sur 30 ans, vous vous dites que vous êtes endetté toute votre vie. En Suisse, on dit qui paye ses dettes s'enrichit. C'est pour ça que chez Infinis, lorsque vous allez faire votre premier prêt hypothécaire, on va prévoir que vous puissiez l'amortir, même si c'est indirectement, mais que vous puissiez l'amortir à votre retraite. On parle souvent d'amortissement sur 15 ans. Les banques calculent fictivement ou théoriquement un amortissement potentiel sur les 15 prochaines années ou alors jusqu'à l'âge de la retraite. Nous, chez Infinis, on va mettre en place des solutions qui vous permettront d'arriver à la retraite avec le moins d'endettement possible. Donc oui, je vous comprends. Moi aussi, j'ai peur lorsque je m'endette à vie. Mais aujourd'hui, d'avoir des dettes, c'est pas très grave, on a toujours des solutions. Hypothèque fixe ou variable, il y a absolument tout le monde qui a répondu fixe pour la sécurité. Qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est clair que l'hypothèque fixe aujourd'hui, c'est ce qui rassure le plus. Lorsque vous achetez un bien en résidence principale, on a toujours envie de payer le même loyer. On n'a pas envie de s'embêter à commencer à regarder un peu les taux, comment est-ce qu'ils évoluent, etc. L'hypothèque variable, que j'appelle plutôt l'hypothèque Saron, est hyper intéressante. Déjà au niveau du taux, parce que vous allez fixer une marge avec la banque qui est régulièrement à 1% actuellement, mais qui peut être aussi plus basse, à 0,8, à 0,7. Et puis, vous allez avoir le taux directeur qui va venir s'ajouter. Le taux directeur étant à 0% aujourd'hui, vous allez payer que la marge. Donc, potentiellement 1% si vous avez une marge à 1. Par rapport à un taux fixe à 1,2 ou 1,3 à 5 ans, ou alors 1,6 ou 1,7 à 10 ans, ça représente quand même une certaine économie, dépend du financement que vous avez. C'est pour ça que chez Infinis, on va projeter dans les variantes plusieurs solutions. Variante 1, vous faites du taux fixe, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de prévoir. Variante 2, on fait du taux Saron, que du taux Saron. Ou variante 3, on fait plusieurs tranches. Je prends l'exemple concret, vous avez une dette hypothécaire de 800 000, on peut faire 500 000 en fixe et 300 000 en Saron. Ça vous permet de garder une certaine flexibilité et surtout de bénéficier d'une baisse de taux si ça venait à baisser, ou en tout cas de se prémunir en cas de hausse des taux si tout d'un coup ça venait à remonter. Donc vraiment, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de faire les calculs et de faire les différentes variantes. Où faut-il acheter en Suisse pour payer moins cher? Il y en a beaucoup qui ont répondu le Valais et d'autres qui ont dit qu'il faut surtout pas acheter autour du lac. Alors effectivement, c'est une excellente question. Le bord du lac, c'est le plus bel endroit. Par contre, c'est le plus cher. Au bord du lac, il n'y a pas de prix. Vous avez rarement des prix, vous avez plutôt des prix à la demande. Parce qu'en fait, la vente se fait par rapport à ce que l'acheteur est d'accord de mettre et surtout ce que le vendeur est d'accord de vendre. Donc c'est un peu des prix à la fourchette et puis là, c'est hyper compliqué. Vous avez tellement de demandes, c'est l'offre et la demande qui fait vraiment le prix. Alors qu'en Valais, vous restez dans une belle région avec de beaux endroits et puis avec des prix fixes que les banques retiennent en général. Si vous allez sur le canton de Vaud, les banques ont de la peine à retenir les prix vendus et puis ça vous permettra pas forcément d'avoir des financements qui sont très agréables. Vous allez devoir rajouter des fonds propres pour acquérir le bien dont vous rêvez. Donc j'ai envie de vous dire, venez plutôt en Valais, c'est plus simple. Toi qui nous regardes aujourd'hui, si tu as des questions sérieuses ou un projet en cours, n'hésite pas, fonce, c'est le moment. Tu trouveras tous les liens en bas de cette vidéo pour poser des questions et on va te répondre très rapidement. Alors maintenant,
c'est à ton tour. Passe à l'action. Si tu devais acheter, tu mettrais tout ton apport ou tu garderais du cash? Tout le monde a répondu qu'il garderait du cash pour d'autres investissements immobiliers. Alors effectivement, si vous achetez un bien immobilier d'1 million, que vous avez 300 000 fonds de fonds propres, situés de la manière suivante, 50 000 ou 70 000 francs de cash, et puis 150 000 de troisième pilier, et puis encore 200 000 de deuxième pilier. On va vous conseiller de favoriser les retraits troisième pilier et deuxième pilier. Le troisième pilier, je rappelle quand même, qui rentre dans la catégorie du cash. Et puis de garder le maximum de cash pour nous. Déjà, un, pour payer les frais d'achat, donc les frais de notaire, les registres fonciers, etc. Et deux, pour aussi garder un certain coussin. Si maintenant, vous mettez tout votre cash, vous n'avez plus rien, puis que vous recevez l'impôt sur le capital que vous avez retiré le deuxième pilier, vous n'avez même plus d'argent pour le payer, vous commencez à prendre du retard avec les impôts, avec le capital, etc. Et vous vous mettez tout seul dans une situation inconfortable. Donc c'est vraiment important de pouvoir garder du cash, de privilégier le cash et de retirer les troisième piliers. Puis souvent, on dit aussi aux clients, attention, quand vous retirez vos polices d'assurance en troisième pilier, vous risquez de perdre un petit peu d'argent parce que d'arrêter un contrat troisième pilier assurance les 15 premières années, c'est pas hyper confortable. Par contre, des fois, mieux vous couper un doigt que le bras et puis prendre certaines décisions qui vous permettront d'acquérir votre bien immobilier et de pouvoir vous projeter avec des rendements qui seront beaucoup plus intéressants. De payer un loyer plus bas, ça vous permettra de récupérer un peu cette perte du troisième pilier et de pouvoir rembourser votre deuxième pilier ou alors de pouvoir faire d'autres investissements qui vous permettront justement d'avoir des rendements supérieurs. Donc voilà, vous avez raison, je pense que je suis un peu d'accord avec vous, de retirer les troisième piliers et le deuxième pilier, de privilégier et de garder du cash, c'est quand même mieux. Faut-il investir jeune ou attendre? Il y en a beaucoup qui ont répondu jeune et d'autres qui ont dit qu'ils préféraient attendre pour voir l'évolution des taux. Alors plus tôt vous investissez, mieux c'est. Moi j'ai connu les premiers dossiers que j'ai faits, les taux étaient à 2,5 ou à 2,6%. Je vous parle de ça de 2011-2012. Des appartements achetés, même avec des taux très élevés, ont été vendus beaucoup plus cher plus tard. Le taux, oui c'est important. C'est clair que ceux qui ont acheté en 2023, en 2024, lorsque les taux étaient à 2 ou à 2,5, quand ils voient les taux aujourd'hui, ils se demandent toujours pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai pas attendu le bon moment pour acheter? Il n'y a pas vraiment de bon moment. Achetez le plus rapidement possible. Vous êtes jeune, vous avez 20 ans, vous habitez chez papa, maman, vous avez 60 000 francs de côté, 50 000 francs de côté, placez-les, achetez le premier bien immobilier, mettez-les en location ou habitez-y directement et puis ça sera de toute façon un hyper bon investissement pour vous et ça va vous projeter plus rapidement sur des futurs investissements et sur une fortune un peu décuplée. D'après toi, combien faut-il gagner pour acheter tranquillement? Alors c'est une excellente question. D'avoir des revenus plus ou moins confortables, ça vous permettra d'avoir un bien aussi plus confortable. Les revenus vont faire exactement le montant d'endettement. Les fonds propres aussi, mais les revenus surtout. Parce que la banque, elle va se fier sur ses revenus fixes et permanents pour savoir qu'est-ce que vous pouvez emprunter. Maintenant, c'est clair qu'à partir de 45 000 francs de revenus, vous pouvez déjà avoir un premier bien immobilier, un petit studio ou un petit logement. Mais vraiment, il n'y a pas de revenu minimum. Et puis, des fois, on est un peu surpris parce que ce qu'on oublie, c'est que dans le calcul des revenus, on prend les revenus fixes bruts, x 12 ou x 13, les revenus des allocations familiales et les autres revenus qui pourraient intervenir dans des emplois supplémentaires. Je prends l'exemple concret, vous êtes concierge, vous avez un petit revenu de la conciergerie, ça va venir apporter une différence, en tout cas améliorer votre dossier avec une meilleure valeur. Donc vraiment, les revenus c'est hyper important, mais c'est pas non plus des petits revenus, vous pourriez déjà faire des jolis investissements immobiliers. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Maintenant, tu as deux options. Option numéro 1, tu continues à te débrouiller tout seul. Option numéro 2, tu décides de te faire accompagner par des experts pour éviter de te faire perdre du temps et perdre de l'argent. Fais le bon choix et clique sur le lien en description de cette vidéo. Merci encore à tous ceux qui ont posé des questions sur les quiz. On va en refaire ces prochaines semaines. Encore une fois, ici, cliquez pour venir suivre la page Albert Colelli sur notre chaîne YouTube. On a pas mal de vidéos qui vous permettront d'avoir des meilleures informations sur l'investissement immobilier. On vous accompagne, on vous suit, www.infinis-conseil au pluriel.ch. On est à Vouvry, on est dans le Chablais, on est en Suisse romande. À bientôt les amis.